Bonjour, maintenant que nous avons apporté la précision qui manquait au calcul des frais de succession, on voit qu'un certain nombre de vues supplémentaires euh, est proposé, et notamment les comptes annuels et les représentations graphiques qu'on a déjà pu étudier auparavant. Donc là, on va davantage s'attarder sur les vues spécifiques aux études de prévoyance. Donc, commencer par les disponibilités du conjoint, et on suivra ensuite avec l'étude de son budget annuel. Donc, on clique ici pour commencer, et on voit effectivement les sommes dont Madame pourrait librement disposer, c'est-à-dire les sommes dont elle est propriétaire, hein, alors pleinement propriétaire. C'est la moitié des actifs financiers communs. Il n'y avait pas grand-chose, il y avait juste un livret. Et il y avait aussi un contrat d'assurance vie, mais alors là, pour le coup, qui est dénoué à son bénéfice entièrement, puisqu'elle en avait le quasi... Enfin, la clause bénéficiaire prévoyait un quasi-usufruit, c'est-à-dire en fait, elle peut librement disposer des sommes. D'accord. S'ajouterait à cela des sommes dont elle pourrait disposer en usufruit. Bah, typiquement, c'est l'autre moitié du livret, 15 000 euros, mais on voit que cette moitié-là ne suffirait vraisemblablement pas à régler les frais de succession, puisque ça se traduirait par un solde de 16 000 euros, et on peut imaginer même que cette partie-là y passe. Okay, donc ça, c'est pas génial. A contrario, il faut que l'on compose ici avec un capital d'essai professionnel en vertu d'un contrat de prévoyance professionnelle, voilà, qui serait payé et égal à 3 ans de salaire brut. C'est typiquement 2 ans pour le conjoint marié et 2 demi-années pour les enfants, en fait, hein, excusez-moi. Donc on enregistre et on arrive à un peu moins de 500 000 euros, et ça va déjà nettement mieux. Ok, on passe ensuite sur son budget annuel. Alors on retrouve ici une pension de réversion, une estimation de la pension fonction des éléments précédemment indiqués, on ne peut pas la modifier. On retrouve le bien immobilier loué qui rapporte, c'est un actif commun, donc ça c'est très bien. Une estimation des dépenses courantes, que là aussi on ne peut pas modifier, mais qui est fonction des éléments qu'on avait indiqués, c'est-à-dire les qualifications des dépenses, la part qui était allouée aux individus, et les dépenses de loisirs et tout cela. Bon, là en l'occurrence, je pense que les dépenses de loisirs passent à la trappe, puisqu'on est déficitaire. Mais voilà, donc c'est tiré des éléments qu'on a précédemment indiqués, et on aurait ici, petite nouveauté, un ISF, en raison notamment du capital d'essai qui serait payé, qui fait que le conjoint se retrouverait taxé. Alors, deux choses ici. D'abord, on voit, enfin vous ne le voyez peut-être pas, mais vous auriez pu le comprendre ici avec l'impôt à zéro, on voit en fait que ce n'est pas ici le budget de la première année. Parce que le budget de la première année est toujours particulier, on continue à payer de l'impôt sur l'année passée, des revenus qui ont disparu, c'est finalement pas très enrichissant comme étude, ça serait assez trompeur, et je préfère en fait que l'on décale l'étude d'un an, voilà, pour avoir quelque chose de plus durable, plus stable. Donc voilà, on est donc en année N+1, c'est marqué en haut à gauche. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on peut ici ajouter des revenus si on le souhaite. Soit une rente de conjoint, soit des rentes éducation. En l'occurrence, il n'y en a pas, parce que le contrat est ainsi fait, le contrat de prévoyance était ainsi fait qu'il faut faire le choix entre un capital majoré et puis des rentes. Et voilà, j'ai opté pour le capital majoré pour cette étude. Voilà, on retrouve ensuite des comptes annuels, avec pas grand-chose hein, de notable, des pensions de réversion, qui se déprécient un petit peu légèrement, on verra ça plus tard, et puis qui sont complétés un jour, à l'horizon du 55e anniversaire, d'une pension de réversion liée au régime de base de la sécurité sociale. Euh, voilà, toujours les revenus fonciers, constants, des dépenses courantes qui varient, probablement, et puis on le voit en plus, hein, l'impôt varie aussi avec un an de décalage, probablement de la baisse, voilà, la dépendance financière des enfants, ils s'en vont, donc moins de dépenses mais aussi moins de part fiscale. Ok. L'ISF qui diminue, typiquement pourquoi? Bah parce que comme on décollecte à tour de bras, bah, il y a de moins en moins de capital,
accès. Et puis même un jour, il n'y a plus d'ISF du tout. Ok, et puis une représentation graphique qui en somme exprime très bien ça. Hein, pas terrible pour l'instant, mais on verra plus tard d'autres éléments, notamment sur le paramétrage des hypothèses, parce qu'il y a quelque chose qui manque encore. Bon, on va le voir d'ailleurs assez rapidement dans la vidéo qui suit. On va étudier le risque inverse, parce qu'il n'y a pas de raison, et on va voir effectivement que cela débloque aussi l'accès aux hypothèses de calcul, et vous allez voir que ça peut être très très conséquent. Voilà, à très bientôt.